la couleur qui vous réussit. Pour mes cheveux, une couleur naturelle. Naturel. Naturel. Garnier Belle Color, une formule unique au colorant nuanceur. Elle couvre parfaitement les cheveux blancs en recréant toutes les nuances d'une couleur naturelle. Si naturel, avec toutes ses nuances. Si naturel, comme si vous n'étiez pas coloré. Si naturel que vous ne pouvez pas la rater. Garnier Belle Color, une couleur toujours naturelle, toujours réussie. Prends soin de toi, Garnier. Olivier. Je suis pas Olivier, je suis Olibrador. Je suis Labravier. Crée des animaux rigolos avec les magnettes à collectionner Petit Filou. Petit Filou fait grandir l'imagination. Bonsoir à tous. Même en vacances, les Français actuellement se serrent de plus en plus la ceinture. Grosse baisse de la consommation d'essence en juin. Les soldes n'ont pas marché. Et puis c'est la course cet été au système D pour essayer de payer tout moins cher ou de ne pas payer du tout. Vous le verrez dans cette émission. C'est dans l'air ce soir consacré au pouvoir d'achat des Français en vacances, mais pas seulement. Premier bilan, vacances serrées, voilà le titre de notre émission. Vous pouvez nous adresser, vous le savez, vos questions SMS et Internet jusqu'à la fin de l'émission. Avec nous pour y répondre, Jean Viard, vous êtes l'un des sociologues les plus réputés en France, économiste. Vous avez publié aux éditions de l'Aube L'éloge de la mobilité, un essai qui fait référence sur notre capital temps libre. Autre économiste, Marc Toiti, président de l'ACDFI, un cabinet de conseil économique et financier. Et vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris. Un défenseur des consommateurs, Arnaud Deblot. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de la revue Que Choisir, de l'Union fédérale des consommateurs, l'UFC, et vous venez de publier un numéro spécial « Tout pour réussir vos vacances ». Il est encore disponible. Comment en profiter malgré un budget de plus en plus restreint? On va le voir, les vacances évidemment qui ne sont pas finies. On est à mi-vacances. Et puis un expert du tourisme avec nous, Jean-Pierre Lozato-Giotard. Vous êtes géographe, vous enseignez les questions liées au tourisme à l'Université Paris 3 Sorbonne et vous êtes membre de la Commission nationale Qualité Tourisme qui attribue des labels et vous avez publié Géographie du tourisme aux éditions Pearson. Alors, les uns et les autres, vous êtes, vous en particulier, messieurs, vous suivez de très près tous les indicateurs économiques et ceux du pouvoir d'achat des Français. Alors, est-ce que vraiment ils sont dans le rouge cet été pour les vacances? Est-ce qu'on peut vraiment le dire? Et est-ce que de ce point de vue-là, on peut parler d'une crise, d'une récession des vacances? Marc Toiti. Malheureusement, je pense que c'est le cas. C'est-à-dire que globalement, on a aujourd'hui une situation où, on l'a vu, on a eu une évolution du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est simplement le revenu moins l'inflation, pour être précis. Et donc, on a aujourd'hui, au premier trimestre, pour la première fois, l'INSEE a avoué, entre guillemets, qu'on avait eu une stagnation du pouvoir d'achat au premier trimestre. On aura les chiffres du deuxième trimestre qui, évidemment, ne seront pas meilleurs. Et parallèlement, on l'a vu il y a quelques jours, la consommation, qui a déjà été très, très molle, que ce soit en fin d'année dernière également au premier trimestre, a encore reculé au cours du deuxième trimestre. Et vous l'avez dit, on a eu des soldes qui, effectivement, n'ont pas été à la hauteur, avec une baisse de la consommation pour un mois de juin, ce qui est exceptionnel. C'est-à-dire que depuis 1993, la seule fois où on a eu une baisse de la consommation en juin pendant les soldes, c'était en 1998. Et en plus, ça a été tout de suite, évidemment... Il y a 10 ans. Il y a à peu près 10 ans. Donc, c'est le gros problème que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que le problème de pouvoir d'achat n'est pas seulement dans la tête des économistes ou des ménages, ça fait longtemps qu'ils nous en parlent, il est aujourd'hui dans la réalité, je dirais, quotidienne des Français. Et donc, il y a une sorte d'arbitrage. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme malheureusement, il y a une forte augmentation, je dirais, des prix alimentaires, des prix énergétiques, eh bien, les ménages sont obligés de faire de l'arbitrage. C'est-à-dire, comme ils sont obligés de consommer pour les biens de première nécessité, le logement, donc le loyer, également donc l'essence, l'alimentaire, il leur reste de moins en moins pour le reste. Et donc, effectivement, on a moins de consommation, par exemple sur l'habillement pour le textile, ou également, ça on le verra cette année, mais vraisemblablement pour l'hôtellerie, le tourisme et donc au sens large les vacances. Oui, alors vous disiez l'habillement, c'est les soldes, c'est juin. Mais Jean Viard, est-ce qu'on sent déjà et comment ressent-on dans la gestion du temps libre cet impact-là du pouvoir d'achat en baisse? En partie. Pourquoi? Il faut dire deux choses d'abord. C'est que les vacances, c'est un produit de demi-luxe, puisqu'il y a 30% des gens qui ne le consomment pas. Donc, disons, les plus touchés par la crise, ils sont déjà dehors. Donc, déjà, ça joue.
C'est un peu ça. Deuxième chose, les vacances, c'est d'abord de l'intrafamilial. On est presque entre familles, on va chez des amis, dans la famille, donc on ne va pas à l'hôtel en réalité. Alors on paye l'essence bien sûr, mais si vous allez chez votre cousin, vous avez le déplacement, mais après vous ne dépensez pas plus d'argent. Donc c'est deux raisons qui font que 70% à peu près des gens vont en fait dans leur réseau. Et le fait que c'est du demi-luxe, c'est-à-dire qu'il y a un tiers qui ne consomme pas, fait que je pense que ça va avoir de l'effet. C'est-à-dire que les gens vont peut-être moins consommer sur place, moins le resto, etc. Mais le taux de départ en vacances, qui est en légère baisse depuis 2-3 ans, en légère baisse, il devrait être dans la même tendance. Il ne va pas s'effondrer. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. On continue à partir, c'est ça que vous nous dites? Oui, y compris parce qu'on part d'abord souvent dans sa région. Je veux dire, il faut bien comprendre que le budget vacances des Français par rapport aux autres pays européens est relativement faible. Quand vous êtes le premier pays touristique au monde, ça veut dire une chose simple, c'est que beaucoup de gens vont en vacances pas très loin. Alors pas les Parisiens, je suis désolé, ils n'ont pas la mer. Je le dis pour autant. Mais il y a Paris-Plage pour les Parisiens. Et puis il y a les gens de l'Est, c'est encore pire. Mais sinon, tous les autres, les Bordelais, les Marseillais, même les Lyonnais, ils sont à 2h30 de la mer. Donc ils vont aller tout naturellement d'abord dans une relative proximité. Pour ça que je dirais, ça risque de plus nous toucher au niveau international du tourisme, sur le tourisme allemand, le tourisme belge, etc. Parce que eux, en gros, ils font 1000 à 1500 km, ne fût-ce que ça pour entrer dans le jeu, ça fait déjà une grosse dépense. Beaucoup de Français font 200 km et vont chez des copains, donc ça n'aura pas le même effet. Oui. Alors, comment voyez-vous déjà, vous aussi, cet impact de la question du pouvoir d'achat, de l'inflation dans la consommation? Alors nous, à Que Choisir, on n'a pas véritablement les instruments pour le mesurer. Il y a des instituts et des économistes beaucoup plus calés qui peuvent nous donner les tendances. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que depuis quelques mois, et ça remonte quand même à il y a assez longtemps, il y a une vigilance certaine de la part des consommateurs sur les prix, l'évolution des prix. Un des grands sports depuis quelques semaines et même depuis quelques mois, donc, c'est de nous envoyer des tickets de caisse et de nous montrer que, bien voilà, il y a quelques mois, tel produit, exactement la même présentation, valait tant. Et puis, il est passé quelques semaines ou quelques mois après, à temps, avec une forte augmentation. Et quelquefois, ils vont même encore plus loin dans leur vigilance, c'est-à-dire qu'ils vous disent, effectivement, le prix n'a pas baissé, mais par exemple, sur tel produit alimentaire, c'est le contenu qui a baissé. Donc, in fine, ça se traduit par une augmentation. C'est-à-dire qu'on vous aide, on aide l'UFC Que Choisir en envoyant les tickets de caisse à faire les comparatifs. Il n'y a pas que ça. Ça nous donne une idée et ça nous donne une musique, si j'ose dire. Simplement, je peux d'ores et déjà vous dire qu'à la rentrée, nous sortons une nouvelle enquête prix globale sur les prix dans les grandes surfaces, c'est-à-dire hypermarchés et supermarchés, et que l'évolution des prix sur 8 mois, un bilan arrêté à juin 2008, est assez impressionnante. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui le chiffre, je l'ai, mais je ne peux pas vous le donner. On va attendre la rentrée et à mon avis, ça risque de faire un peu de bruit. Et dans votre numéro spécial, on reviendra sur les combines tout à l'heure, mais tout de même, vous donniez des éléments, des indications pour essayer de s'y retrouver, en partant peut-être, mais en dépensant moins? Alors effectivement, on a donné bien sûr des combines du point de vue économique pour essayer de s'y retrouver et de pouvoir partir de manière tout à fait intéressante. On a aussi donné un certain nombre de combines ou d'éléments juridiques, puisqu'il ne faut pas oublier que qui dit perte de pouvoir d'achat ne dit pas non plus que les professionnels de leur côté peuvent aussi faire n'importe quoi pour essayer éventuellement de serrer les marges. C'est aussi un élément important à ne pas oublier. Il ne faut pas non plus partir à n'importe quel prix sous prétexte d'avoir un petit prix. Jean-Pierre Lozato-Giotard, juste d'un mot, vous qui suivez le tourisme de très près, vous constatez déjà aussi l'impact? Oui, on peut dire qu'il y a déjà pas mal d'impact, mais ce n'est pas quelque chose qui est d'aujourd'hui, quoi. Comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, il y a une tendance générale depuis 2-3 ans. Et pour schématiser un peu ces tendances, je dirais qu'il y a deux choses très opposées. La première, c'est qu'effectivement, il semblerait qu'il y a moins de dépenses directes sur ce qui est quotidien, c'est-à-dire l'alimentation, les restaurants, les bars, etc. Ça, c'est vrai. Mais encore, je reste assez dubitatif parce qu'il nous faudrait avoir vraiment un observatoire extrêmement développé pour répondre à cette question. Mais la deuxième chose qui est remarquable, et on l'a un petit peu oublié, c'est qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens passent par Internet. Et Internet permet, en fait, aux clients lambda d'avoir des prix beaucoup plus abordables, beaucoup plus intéressants. Donc, je reste un petit peu sur notre fin là-dessus. C'est peut-être au niveau des déplacements et des destinations que nous dirons peut-être tout à l'heure ce qui est en train de changer. Alors, je vous propose tout de suite de voir en détail et en images surtout plusieurs des preuves qui montrent que les Français surveillent de très près leur portefeuille. Les soldes, on le disait tout à l'heure, ont mal marché. La consommation a baissé de 0,4%, vous le soulignez, en juin, ce qui est exceptionnel puisque c'est la première fois depuis 10 ans, en pleine solde d'été alors qu'elle devait augmenter. Et puis le budget vacances moyen des Français donné par l'INSEE, 1934 € par famille, a baissé de 72 € pour cet été. Et les commerçants le ressentent déjà nettement. Vous allez voir des témoignages. Reportage Marine Hendricks et Stéphane Lopez.
Le Moulot, station balnéaire du bassin d'Arcachon, avec 15 jours de retard, les vacanciers arrivent enfin. Le soleil, la plage, ils savourent les premiers instants. Vitel. Mademoiselle. Pas question pour autant de jouer les paniers percés. C'est un budget au départ, à ne pas dépasser. Et mais bon, il y a moins de fiesta, quoi. Vous, par exemple, vous vous êtes fixé quelque chose ou vous êtes... Nous, on se fait un petit plaisir, on boit un verre, on rentre à la maison après, on va faire des courses, mais on n'ira pas au restaurant, quoi. Ça fait pas mal d'années qu'on est sur Arcachon et c'est vrai que le budget commence à devenir de plus en plus serré. Et pour passer à peu près la vie est plus chère, le même temps, oui. Oui, la vie est plus chère. Quand on fait les plus courses, cher. déjà le prix des fruits, le prix des légumes, le prix de la viande, tout est beaucoup plus cher. Donc après. 1934 €, c'est le budget moyen par foyer envisagé cet été. Sur les terrasses des restaurants, quelques clients seulement. Les commerçants commencent à s'inquiéter pour leur chiffre d'affaires. Il est un peu plus bas que les autres années, effectivement. Parce qu'il y a moins de monde. Enfin, il y a du monde, mais j'ai l'impression que c'est moins d'argent. Les familles qui ont 3 ou 4 enfants maintenant, rien qu'une glace, près d'une glace ou d'un Coca-Cola ou etc., ils ne peuvent plus, quoi. Ils vont partager un grand Coca avec 2 verres ou 3 verres. Il faut attention. Au mois de juin, les dépenses des ménages ont baissé de 0,4%. Dans le box des accusés, toujours les mêmes, les produits pétroliers, les denrées alimentaires. Pragmatique, le vacancier 2008 s'adapte, quitte à s'offrir des vacances en solde. Une première en France. Tout au long de l'année, agences de voyage et tours opérateurs vendent des promotions. Interdit pour eux de solder leurs produits. Cet été, l'un d'entre eux a décidé de passer outre la loi. Il y a encore quelques années, il était quasi aussi avantageux de faire des voyages très lointains et des voyages au bord de la Méditerranée, alors que cette année, au vu de l'importance des prix du kérosène, les Français privilégient de manière plus importante les destinations proches du bassin méditerranéen, que sont le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, la Grèce. Et le deuxième point, c'est que les Français s'inscrivent de plus en plus tardivement pour leurs vacances et qu'ils viennent pratiquement aujourd'hui pour des départs la semaine prochaine, dans 15 jours. Donc on a assisté à ce phénomène de retard dans les réservations et de rattrapage important à quelques semaines du départ. Il y a ceux qui partent, mais ceux qui ne partent pas n'ont jamais été aussi nombreux depuis 2005, 42% contre 39% l'an dernier. Un moral au plus bas depuis 20 ans, les Français doivent faire des choix. Moins 50, moins 70%, nouvelle démarque, des vitrines toujours plus alléchantes pour des clients à la recherche de bonnes affaires. Vous attendez de plus en plus les soldes maintenant ? Ouais, carrément, c'est trop cher. Enfin, des trucs à, je sais pas, 60, 80 €, c'est des morceaux de tissu, c'est fabriqué même pas en France, donc... Bon, on a toujours attendu, oui. Toujours attendu. Oui, parce qu'il y a des magasins, donc des usines de marques, et donc à ce moment-là, c'est quand même assez intéressant. Usines, oui. Non, de toute façon, j'achète jamais de choses chères, même le reste de l'année. Donc, voilà. À Paris, selon une enquête parue cette semaine, sur 300 magasins interrogés, 51% d'entre eux sont peu ou pas satisfaits du résultat des soldes. En province, les chiffres sont encore plus mauvais. J'ai Lille à moins 12 en pourcentage. J'ai Rennes qui sont à moins 12, moins 15. Toulouse, la province, pour l'instant, ça brille pas fort. Le Parisien, il a le métro, il a le bus. Il n'a pas besoin. Quand l'autre, il va dans des grands magasins que je ne citerai pas, souvent, il faut prendre la voiture. Donc, vous voyez qu'il va y avoir un bouleversement absolument incroyable, compte tenu de ce prix de l'énergie qui est en train de bouger. Et il y aura des choix, indiscutablement, à faire dans le porte-monnaie. À Bercy, on reste optimiste. Grâce à la loi de modernisation de l'économie, le pouvoir d'achat devrait être dopé de 1 000 € par ménage dès l'année prochaine. Alors, Marc Toiti, c'était assez frappant, hein, cette déclaration, constat de commerçants. Il y a du monde, on a du monde, mais il y a moins d'argent. Question SMS, question de téléspectateurs de C'est dans l'air. Vu les prix pratiqués sur les lieux de vacances, la famille lambda peut-elle se payer souvent le restaurant ou l'hôtel? Sous-entendu, c'est trop cher aussi. Oui, je pense que c'est le gros problème. On citait tout à l'heure le budget moyen pour les vacances, 1 900 € à peu près. Aujourd'hui, en baisse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le revenu médian en France, à peu près 1 700 €. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui 50% des Français qui ont un revenu net inférieur à 1 700 € par mois. Donc c'est là aujourd'hui la vraie difficulté. Quand on regarde même dans le détail, et ça c'est beaucoup plus inquiétant, on se rend compte qu'on a une augmentation du taux de pauvreté.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 7,9 millions de personnes, presque 8 millions de personnes, qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, fixé à peu près à 880 €. Donc évidemment, quand on parle de vacances derrière, il y aura peut-être du monde, on va peut-être se déplacer. Mais malheureusement, eh bien, les moyens ne sont pas là. Et c'est là, je pense, le vrai enjeu, c'est qu'à partir de là, si structurellement, vous avez un pouvoir d'achat qui est faible et qu'en plus, vous avez effectivement les claques des prix du pétrole ou des prix alimentaires, eh bien il vous reste moins pour consommer, que ce soit les soldes ou également le tourisme. Mais tout de même, du point de vue des commerçants, il y a une logique économique que je ne comprends pas. Non seulement cet été, le budget des Français, et ils en ont conscience, ils le savent, a baissé, mais en plus, ils augmentent leur prix. Non, c'est-à-dire que bien souvent, il y a une répercussion. Il faut bien comprendre que sur les vacances, on en reparlera, les prix n'ont pas forcément, je dirais, augmenté. Ce qui a augmenté, c'est les prix de l'essence. Là, évidemment, on n'y peut rien, il n'y a qu'une répercussion. Et les prix d'alimentaire, là aussi, j'ai envie de dire, on n'y peut pas grand-chose. C'est également une répercussion qui est internationale. Donc, l'enjeu, il est que... on va faire un effort et serrer un peu ses marges. Je pense que les efforts ont été faits. Quand on voit des soldes, on parlait tout à l'heure d'Internet, quand on voit les soldes qui sont faits dans le secteur du tourisme, c'est quand même assez rare. Et également un nouveau, je dirais, mode de consommation. C'est-à-dire que les ménages aujourd'hui partent de plus en plus tard, ils se décident de plus en plus tard, et pour justement avoir les prix les plus bas. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on a un fonctionnement où, de facto, si on veut partir en vacances aujourd'hui, comme on a un revenu qui a été relativement réduit ou qui a peu augmenté, on n'a pas le choix, on doit absolument chercher le prix le plus bas. Jean-Pierre Lozato-Giotard. Oui, vous savez que notre pôle est composé et pluridisciplinaire avec des gens très différents qui travaillent sur ces questions. Une première remarque sur les prix en général. Il faut savoir que depuis 10 ans, pratiquement, on va dire la dépense moyenne, si j'ose dire, en francs constants ou en euros constants, a très peu bougé. Ça, c'est important. Ce qui a changé surtout, c'est le fait on fait les arbitrages. Voilà, on fait les arbitrages. Voilà, les besoins ne sont plus les mêmes. Exactement, les besoins ne sont plus les mêmes. Le budget, par exemple, alimentaire a beaucoup baissé par rapport aux loisirs. Mais alors, qu'est-ce qui marche dans le tourisme cet été? Qu'est-ce qui ne marche pas? Les croisières, par exemple. Ce qui marche très bien, je vais vous le dire, les croisières, ça marche très bien. Ah bon? Ah oui, les croisières, il n'y a pas de crise du tout dans les croisières. Et pourquoi? Et ça s'explique un peu, d'abord parce que les prix des croisières sont plus élevés, figurez-vous, et que ce n'est pas la même clientèle. Ce ne sont pas les 40% de pauvres qui partent en croisière. Dans les croisières, ça marche très bien. Est-ce que aussi c'est lié au fait que ce sont des gens qui ont un peu plus d'argent, et notamment beaucoup des retraités ou des gens un peu moins actifs qui ont déjà budgété? C'est vrai, puisque l'âge moyen des croisières est autour de 50 ans, ce qui est quand même assez significatif. Hein. Bon. Et d'autre part, vous avez ce qu'on appelle nous des niches qui marchent très très bien, c'est-à-dire finalement tout ce qui est tourisme de haut de gamme, etc. Je vous donne simplement une stat à ce sujet. Le touriste moyen, tout compris, avec les transports, tout ce qui est hôtel, etc., en prenant le tourisme traditionnel, c'est un budget quotidien, y compris, de 150 €. Si on passe à 300 €, si on dépasse 300 €, il ne reste plus que 1% des clients qui acceptent de payer 300 €. Bon, voilà, très bien, mais cette proportion de gens, parce que vous êtes en train de nous dire finalement, les riches ou ceux qui gagnent bien leur vie se portent bien. On sait qu'ils sont assez nombreux, plus nombreux. Mais enfin, la réalité enregistrée, analysée, perçue par la plupart des Français, telle qu'on le perçoit nous dans C'est dans l'air, les reportages l'ont montré, c'est quand même qu'aujourd'hui on est obligé de faire des arbitrages et qu'on ne peut pas se payer tout ce qu'on se payait avant. Qu'est-ce que ça change comme mode de vie? Mais si vous voulez, ce que je crois, c'est qu'il y a à la fois une réalité et une représentation. C'est-à-dire tout le monde a le même discours, tout le monde n'a pas la même réalité économique, et on est sans doute dans une société où les moyennes ont moins de sens qu'avant. C'est-à-dire je pense qu'on est dans une société de niche, et au contraire, quand on dit par exemple le pouvoir d'achat cette année il n'augmente pas, c'est vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour une grosse partie des Français, en fait il diminue, c'est-à-dire les gens de milieu modeste qui se nourrissent, qui se logent et qui mettent de l'essence dans leur bagnole, et l'autre bout, il augmente. Et comme on dit très bien, la moyenne des prix, on sait très bien qu'elle est faite en mettant le fait que les ordinateurs diminuent et que les carottes augmentent. Il se trouve qu'on ne mange pas son ordinateur, donc forcément, les normes et les moyennes statistiques ont moins de sens qu'avant. On est dans une société de niches. Et ces niches ne sont pas toutes de l'exclusion. Regardez, le développement, le fait qu'à Paris, 50% des gens vivent seuls, entraîne des moyens inférieurs parce que le mode de vie a changé. Vous êtes seul, vous avez un logement, etc. Donc vous avez aussi des phénomènes de mode de vie. Donc je crois qu'il faut regarder tout ça. Et après, en plus, dans cette société, tout le monde a le même discours. Le type qui gagne bien sa vie, il a un discours d'effondrement, comme le type qui est au SMIC et qui n'arrive pas à remplir le truc de sa voiture. C'est un grand phénomène. Donc, soyons honnêtes, dans cette société en ce moment, il y a une angoisse, il y a effectivement le mode de vie global qui n'a pas bougé, et puis nous ne le vivons pas du tout pareil. Il y a des gens, effectivement, qui ont un désir. Alors après, tout le monde a le même désir de partir.
C'est pour ça que cette année, il peut y avoir des effets complexes, parce que la seule façon, en gros, de ne pas avoir Nicolas Sarkozy pendant 8 jours, c'est de s'en aller en vacances. Donc, il y aura... S'il est dans le même endroit, on va en vacances. Oui, non, mais je prends ça en rigolant, parce que le fait, quand on vit une année où on a comme ça des soucis... on en parle dans l'actualité, donc... Une année où on a déjà l'idée des préoccupations, le désir de s'aérer, il augmente, y compris chez ceux qui ne partent pas. Donc leur sentiment d'exclusion va être d'autant plus fort. Mais je crois qu'il faut voir ces différences pour comprendre le mouvement de la société. J'ai bien compris, je pense qu'on a bien compris votre analyse de ces niches dans la société, les différents milieux, selon ce que l'on gagne, et la façon dont on vit, plus jeune, vivre à plusieurs ou seul, etc. Très bien. Il n'empêche que, comme vous le dites, la représentation, elle est le ressenti de tous. Et là, il est le même, c'est-à-dire que même ceux qui ont un peu d'argent font aussi les arbitrages. Le ressenti est le même, l'a vécu. Après, le porte-monnaie est un peu différent. Maintenant, la conséquence, c'est qu'à la limite, peut-être que tout le monde ira un peu moins au restaurant. Tout le monde, quand il sera, ceux qui vont partir en vacances, ils iront peut-être pas faire 100 km pour visiter un monument historique. Ils vont dire, bon, on va peut-être pas se déplacer. Donc tout le monde va serrer son budget. Y compris, il y en a qui épargneront et il y en a qui auront du mal à se nourrir. Le ressenti sur les prix, est-ce que vous le percevez comme ça? Je peux peut-être... Arnaud de Blot. Nous, on a un électorat qui est extrêmement divers et qui est bien représentatif de ce qu'on peut voir en France. Il y a effectivement une partie de la population qui a les moyens de supporter une diminution du pouvoir d'achat, si vous me permettez l'expression. Ceux-là, évidemment, consommeront et finalement vivront un peu comme d'habitude. Ils râleront, certes. Donc même eux disent... voilà, ils râleront, mais ils vivront un peu exactement comme d'habitude. Par contre, c'est vrai que dans ce même lectorat, on voit des personnes qui commencent aujourd'hui à faire un sacré nombre d'efforts. Et puis quand on a aussi un peu assez marre d'entendre dire que, eh bien, un certain nombre de prestations ne sont pas du tout payées à la juste valeur. C'est évident que les entreprises doivent faire des marges. Mais dans certains domaines, les études qu'on a pu faire, les études d'organismes indépendants aussi qui ont pu être faites, montrent que de temps en temps, eh bien, certains professionnels, et pas des moindres, je pense notamment aux opérateurs de téléphonie mobile, exagèrent. Encore une fois, que ces entreprises gagnent de l'argent, c'est tout à fait normal. Lesquels? Creusons ça parce que c'est très important. Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, où est-ce qu'on exagère, pour être simple? Eh bien, par exemple, c'est très clair qu'il y a à nouveau une poussée de fièvre, si j'ose dire, sur le prix des téléphones mobiles. C'est pas que Choisir qui le dit, il y a aussi un certain nombre d'autorités, et à commencer par le régulateur, l'ARCEP, qui considère qu'effectivement, et l'Union européenne d'ailleurs, que les prix du téléphone mobile n'ont pas suffisamment baissé en France. Vous avez une très très forte tension, encore une fois, sur les produits alimentaires. Je vous parlais tout à l'heure des tickets de caisse, c'est loin d'être anecdotique. Et puis on a une... Mais parce que c'est injustifié, parce que c'est ça que vous dites, c'est voilà, injustifié. Les personnes ne le comprennent pas. En plus, au cours de ces derniers mois, on ne peut pas dire que les grandes surfaces ont été extrêmement populaires. Un certain nombre d'études, encore une fois, dont celle de Que Choisir, ont montré qu'il y avait sans doute un certain nombre d'abus, ce qui a conduit en partie à la loi LME. On va voir maintenant si effectivement ça va changer quelque chose dans les faits. On est tous, je crois, autour de cette table assez sceptiques. Voilà. Mais donc, il y a non seulement ce constat d'augmentation des prix, et en plus de se dire, mais dans le fond, est-ce qu'on paye le juste prix? Encore une fois, en étant tout à fait conscient qu'une entreprise, elle est là pour faire des marges et pour gagner sa vie aussi. Est-ce que c'est trop tôt pour se dire que ces abus existent aussi cet été déjà, depuis juin, juillet, depuis que la saison bat son plein, dans le domaine du tourisme? Alors c'est peut-être trop tôt. Par contre, vous disiez tout à l'heure, mais on ne comprend pas pourquoi les professionnels continuent d'augmenter leurs prix, par exemple sur le littoral méditerranéen ou le littoral atlantique. Alors qu'on sentait bien que l'été allait être chaud, difficile. Je crois que là, au retour de chaque été aussi, on a un certain nombre d'exemples d'abus criants de bouteilles d'eau minérale que vous payez sur la terrasse d'un café 10 €. Je ne suis pas sûr que les professionnels aient toujours pris pleine conscience, et y compris aujourd'hui, qu'il fallait peut-être faire un effort. Ils sont tellement omnibulés par le fait qu'ils font leur saison finalement et leur business, si j'ose dire, sur 3-4 mois, que je pense que quelquefois ils en oublient la mesure et ils oublient de s'adapter à leur clientèle. Après, il sera peut-être trop tard pour pleurer. Jean-Pierre Lozato-Giotard. Oui, nous avons fait quelques enquêtes à ce sujet sur le terrain. Et nous avons comparé, comme d'habitude, ce qui se passait sur telle ou telle région. Et là, on revient à des choses très classiques. Déjà cet été, alors? Voilà, déjà. Alors, on sait très bien que tel littoral méditerranéen sera plus cher que celui du sud de la Bretagne, etc. C'est classique. Mais on va être un peu iconoclaste. Si vous vous souvenez, on nous avait dit que l'euro nous protégerait pas mal, et on peut se poser quelques questions. D'abord parce que vous constaterez comme moi que l'euro nous a pas tellement protégés sur le prix de l'essence, soit dit au passage. Si on fait de la comparaison avec les États-Unis, je vous rappelle qu'aux États-Unis, à l'heure actuelle, avec les augmentations qui ont eu lieu, le litre d'essence ne dépasse pas $1. Donc ça veut dire qu'en réalité, nous sommes aussi victimes des taxes. Mais je passe. En ce qui concerne l'alimentation, et c'est vrai, quand on regarde, on a fait une comparaison avant l'euro et après l'euro, hein, sur les lieux touristiques. Eh bien, je peux vous dire, par exemple, on prend la bouteille d'eau minérale, puisqu'elle a été citée. La bouteille d'eau minérale, la même bouteille d'eau minérale, grosso modo, on est passé d'un coefficient d'augmentation qui est de 1 à 10.
Alors qu'avant, on était de 1 à 3. Oui. Alors, même si les commerçants aujourd'hui nous disent on voudrait la TVA à 5,5, il y a quand même quelques critiques. Vous remarquez qu'ils disent moins qu'ils la répercuteront forcément automatiquement sur les prix. Oui, mais Marc Toiti, Jean-Pierre Lozato-Giotard dit tout haut ce que beaucoup pensaient et hurle quand on paye la note dans les cafés, des cafés à 5 €. Il n'y a pas qu'à Paris que c'est devenu n'importe quoi. L'euro est bien pratique pour faire passer en douce de telles augmentations. Je pense que ça dépasse, c'est le bouc émissaire idéal, enfin, l'euro, c'est-à-dire qu'effectivement, ça dépasse ce cadre-là. Le problème, c'est qu'on l'a dit, c'est que ce sont des saisonniers qui font leur saison sur une année. Donc, le problème, c'est qu'il y a un cercle pernicieux. C'est-à-dire que comme il y a moins de volume, eh bien, on essaye d'augmenter la valeur, c'est-à-dire en augmentant le prix. Et donc, comme ceux qui peuvent partir en vacances ont justement les moyens, on dit, bah, ça passera. Vous voyez, et donc, on met encore sur le bas-côté ceux qui n'ont pas les moyens. C'est ça, je pense, le vrai problème que nous avons aujourd'hui en France. On parlait tout à l'heure, effectivement, de la répartition de la richesse en France. C'est là la vraie difficulté. C'est qu'effectivement, heureusement, il y a encore des Français qui s'en sortent. Mais il y en a de moins en moins, alors que ce qu'on appelle la classe moyenne, justement, elle souffre énormément, notamment à cause de la hausse des prix, mais surtout à cause d'une pression fiscale qui est beaucoup trop forte. Hein, le prix de l'essence, le problème est là, 80% de taxes. Avec un élément important qu'on a évoqué par rapport à ce qui marchait, etc. On parlait de l'euro. Moi, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est de regarder le nombre de touristes étrangers, notamment des Américains. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui en France qu'il y a quelques années. Un autre aspect de notre débat. À l'inverse, aujourd'hui, il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Européens qui vont à l'étranger parce que les vacances sont moins chères grâce à un euro qui effectivement aujourd'hui est trop fort. Donc je pense que c'est là la vraie difficulté, c'est qu'on a une saison qui malheureusement va être difficile. Est-ce que ça signifie ce que vous venez de nous dire, qu'il y a aussi une crise de l'industrie hôtelière ou touristique plutôt française, notamment est-ce qu'il y aurait une offre pléthorique, trop forte? Non, je pense que le problème il est le suivant, c'est que globalement la France reste la première destination touristique mondiale, donc ça tant mieux, il faut en profiter. La question est est-ce que ça va durer longtemps? L'avantage que nous avons, c'est qu'on a beaucoup de pays émergents, notamment la Chine aujourd'hui, où il y a justement une classe, je dirais upper class, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une classe riche qui est en train de s'élever, et donc ils se disent, signe extérieur de richesse, tiens, on va aller en France. Vous voyez, donc c'est ça qui nous permet, ce monde émergent qui est en croissance forte, nous amène de nouveaux touristes qu'on n'avait pas forcément par le passé. Donc, je pense que perd en ce moment à cause du renchérissement de l'euro. Voilà, exactement. Donc ça compense globalement, mais la vraie difficulté, parce que c'est le sujet du jour, pour les Français en tant que tels, effectivement, il y a une vraie difficulté aujourd'hui à rester en France. Et quand vous allez à l'étranger en vacances, par exemple, on peut parler de la zone dollar, mais au-delà de cela, vous vous rendez compte que finalement, le prix de la bouteille de Vittel ou autre chose, effectivement, ou du café, j'ai déjà dit une pub, je suis désolé, il est beaucoup moins élevé qu'ici. Donc ça, c'est une constante structurelle. Jean Viard, vous sentez ce transfert de richesse, cette évolution actuelle avec des Français un peu moins riches et des touristes qui viennent les remplacer, étrangers? Il y a deux choses qu'il faut dire. C'est qu'on a un gouvernement qui a été élu sur la hausse des revenus. Comme il ne peut pas le faire, maintenant il passe la patate chaude aux commerçants en disant c'est eux qui nous volent. Donc il y a un espèce de déplacement du discours populiste politique. Donc du coup, on dirait effectivement que tous les commerçants s'en mettent plein la poche. Certains doivent un peu gagner leur vie, mais bon, c'est une chose qu'il faut dire. C'est un discours politique. C'est pas gagner sa vie. Non, mais il y a une réalité, et puis il y a un discours politique qui a déplacé parce qu'on n'a pas pu augmenter les revenus. On s'était fait lire là-dessus. Il faut quand même pas oublier le déplacement. Deuxième chose, effectivement, un des grands enjeux. Il y a le départ des Français en France. Un des grands enjeux, c'est que le premier pays mondial en matière de tourisme doit en faire une politique centrale de son développement. Or, ce n'est pas le cas. On n'a même plus de ministre du tourisme, une ministre du tourisme, du petit commerce, etc. Il faut bien comprendre que quand vous êtes la première puissance mondiale, ça veut dire y compris votre image, il y a un énorme enjeu. Et je pense que cet enjeu-là, il est important, y compris pour la qualité de ce qu'on offre, y compris parce qu'il y a aussi des problèmes internes au tourisme. En quoi, à vos yeux, aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur de ce défi? Mais parce que c'est pas un enjeu. De rester le premier. Mais y compris parce que ça veut dire une augmentation de la qualité des prestations, parce qu'y compris ça veut dire un certain nombre de choses sur le prix des services. Vous savez, c'est la même chose si vous avez, en gros, on est le seul pays au monde où il y a plus de touristes que d'habitants. Il n'y a aucun autre pays qui a ce ratio, et de très loin. 87 millions. De très loin. Mais attendez, aux États-Unis, je crois qu'il y a 45 millions de touristes. Donc il faut se rendre compte de ça. Ça veut dire qu'on est le seul pays dans cette position. Un peu pour des raisons géographiques, parce qu'on nous traverse, on parle que des gens qui dorment là. On ne parle pas des Belges qui vont en Espagne. Ils ne sont pas dans nos 87 millions. Donc c'est la première activité, enfin la première, je veux dire, c'est une activité complètement centrale de l'économie française qu'on met sur le côté de la route, parce que c'est pas du vrai travail, ça vous comprenez. Qu'est-ce que c'est? Donc là, il y a un vrai enjeu. Et le vrai enjeu, il est même pour les Français, parce que si effectivement il y a des touristes étrangers, si les entreprises font leur marge, parce qu'il y a des bons clients, peut-être qu'effectivement on peut manger pour 10 € à midi et pas pour 14. Et donc ça se retrouve dans
l'ensemble du dispositif. Il faut également observer au niveau de la différence quand on va dans les pays étrangers, au niveau du tourisme, c'est effectivement le service. Je pense qu'il y a une grande différence dans le service. Et là, le point essentiel du coût, c'est le coût de la main-d'œuvre. Bien entendu. Le coût de la main-d'œuvre, notamment au niveau des charges sociales qui vont peser sur le coût du travail. Donc, ça, c'est un enjeu qui dépasse effectivement le secteur du tourisme et c'est un enjeu qui, malheureusement, va, je dirais, rejaillir sur les prix. Parce que le vrai enjeu que nous avons sur l'inflation, si on veut vraiment uniquement faire baisser les prix, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nos producteurs, ou globalement au sens large, on va aller chercher les prix les plus bas. Et où va-t-on les trouver les prix les plus bas? À l'étranger? Ou en produisant directement à l'étranger. En matière de tourisme, il faudra bien... Sauf si on va aller effectivement à l'étranger, où nos tours opérateurs français peuvent très bien proposer plus de destinations effectivement à l'étranger. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si on cherche les prix les plus bas? Je parle au sens large, pas seulement sur le tourisme. Eh bien, comme ces produits sont faits à l'étranger, on va créer moins d'emplois ici, donc moins de revenus, donc moins de pouvoir d'achat, donc moins de dépenses ici. Oui, c'est ça qu'il faut faire attention. On est dans un cercle vicieux plutôt aujourd'hui, inflation et manque d'activité. Le vrai pouvoir d'achat, ne l'oublions pas, c'est pas l'inflation. Le vrai pouvoir d'achat, il vient de l'emploi, qui lui-même vient de la croissance. Alors, on va revenir sur la cause de tous nos maux, on l'a dit dans le reportage précédent, c'est la hausse du prix du pétrole, bien sûr. L'essence est si chère que la consommation d'essence a baissé comme jamais, moins 15% en juin par rapport à l'an dernier, à la même époque. Du coup, les loueurs de voitures et les hôteliers offrent des pleins à leurs clients et on n'a jamais loué autant de vélos sur le lieu des vacances. Reportage Romain Clément et Stéphane Lopez. On vient du Pas-de-Calais. Ouais. Et en fait, on cherchait une destination pour partir en vacances. On avait l'intention de partir en vacances, mais on ne savait pas trop où aller. Et à la radio, on a entendu que les Sables d'Olonne faisaient une opération plein remboursé pour qu'il y ait plus de vacanciers en Vendée, en fait. Et donc, du coup, on a décidé de venir là. C'est l'opération Votre plein d'essence remboursé qui a attiré ce jeune couple vers les plages des Sables d'Olonne. Début de l'été, certains hôtels, campings ou gîtes de la station vendéenne offrent à leurs clients un plein d'essence, à condition que le séjour soit d'au moins 4 nuits. Alors combien c'est? Donc 70,01 €. 70 €, la valeur maximale autorisée. Il suffit ensuite de conserver le ticket de caisse jusqu'à l'arrivée sur le lieu de villégiature. Alors donc vous êtes ici dans le cadre de l'opération plein d'essence, hein, oui. C'est bien ça? Oui, donc je vais récupérer votre ticket que voici. Oui. D'accord, c'est parfait. Donc le montant de 70 € sera déduit de votre facture au départ. Hein. L'idée, celle de l'Office du tourisme. Le but, déguiser une banale réduction en un remède contre la hausse du prix du carburant, surfant sur l'actualité. La cible, les adeptes des courts séjours réservant sur Internet. Le bilan de l'initiative, beaucoup de coupures de presse, à peine 15 réservations. L'an dernier, au mois de septembre, on a fait 3 minutes pour le prix de 2, on n'a eu aucun retour, même avec un volet de campagne de communication derrière. Cette année-là, on a fait un enrobage cadeau. C'est vrai qu'on a pas tant que ça de retour par rapport au retour média que nous avons eu, mais l'objectif est largement atteint. Les cigales chantent, mais les clients boudent les stations-service. Moins 15% pour la consommation d'essence par rapport à juin 2007. L'été sera chaud pour le budget des familles et certains loueurs anticipent, offrent un plein à leurs clients. Le client prend sa voiture au départ avec le plein et ensuite quand il rend la voiture 14 jours après ou plus, il n'a pas besoin de refaire le plein de son véhicule. Déjà 1500 réservations depuis le 1er juillet pour cette offre qui durera tout l'été. Et la fréquentation du site internet est à la hausse, plus 20% par rapport au mois de juin dernier. Ça coûte entre 70 et 120 € selon la catégorie du véhicule. Donc c'est ça l'économie qui va être... Oui, tout à fait. Sur un budget vacances, ça commence à chiffrer de façon importante. Préféré à l'auto cette année, le vélo. Exemple ici dans le bassin d'Arcachon, on en trouve partout jusque sur le toit des bateaux. La tendance, c'est de passer ses vacances sans voiture, de préférer la bicyclette pour les petits déplacements, au bonheur de ces professionnels dont l'activité ne cesse de prospérer. Un vélo classique, un vélo de ville à la semaine, c'est 39 €. Ça fait le prix d'un sandwich par jour, quoi. Ça fait à peu près 5-6 € par jour. Ce qui est ridicule, 5-6 € par jour, ça fait 4 litres d'essence. 4 litres d'essence, maintenant on va pas loin. Pédaler à moindre effort, dernière trouvaille, petite révolution, des vélos dits à assistance électrique. Regardez, ils arrivent, les vélos assistance électrique, juste en face. Alors ça, comment ça marche? C'est quoi le Alors principe? ça, comment ça marche? Eh bien, on va peut-être demander aux gens.
Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ah oui, c'est difficile, j'ai même envie d'en emmener un. Ah, vous voyez, ça marche très bien. On peut même repartir avec tellement que ça marche bien. Donc vous voyez, on a une batterie ici, au lithium, donc c'est des batteries comme les téléphones portables. Hein. Et là, en fait, on choisit son mode d'assistance. Donc on a le mode 3 pour les monter. Et après, bon, on choisit son mode faible, mode normal ou mode très assisté. Voilà, on choisit son mode. Et on fait 75 km. On peut faire pratiquement le tour du bassin avec un vélo comme ça. Pour les inconditionnels de la voiture, une note d'espoir, la chute du prix du baril. Christine Lagarde, ministre de l'économie, a déclaré en début de semaine qu'elle attendait une répercussion immédiate sur les prix à la pompe. Oui, alors précisément, pour l'instant, on ne voit rien venir, malgré les déclarations de Christine Lagarde, la ministre. Question SMS du coup, le pétrole a commencé à baisser, mais les prix à la pompe restent les mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Oui, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que là, en même pas 15 jours, enfin à peu près 15 jours, le baril a baissé de 22 $, 21 $, précisément, le Brent. Et quand vous faites votre plein aujourd'hui, on ne voit pas tellement l'impact. Donc ça pose vraiment, effectivement, un problème de répercussion. Dites-nous clairement pourquoi déjà, il y a un problème pétroliers de ne répercutent pas le prix. C'est que vous avez 80% du prix qui est des taxes. Donc ça veut dire que ça va vraiment jouer sur 20%. Et après, le problème, c'est que on répercute très rapidement à la hausse. Par contre, effectivement, à la baisse, ça prend un peu plus de temps parce qu'on a tendance à lisser. Parce que comme le marché est très volatile, on se dit, on préfère faire des moyennes. Mais qui c'est ce mot qui se dit ? Globalement, c'est l'ensemble, je dirais, du lobbying pétrolier, quoi, de la chaîne pétrolière, je dirais, au sens large. Donc le problème, effectivement, il est là. Et c'est vrai que, ceci étant, on voit bien qu'il y a des écarts, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais de plus en plus importants entre différentes enseignes, grandes surfaces, au niveau des prix de l'essence. Donc là aussi, il faut faire jouer peut-être également la concurrence. Et la question de bon sens que vous venez de poser, on nous la pose nous aussi régulièrement, et c'est vrai qu'on est un peu au-delà de rentrer et d'avoir un certain nombre d'éléments bien sûr très très concrets à leur donner. C'est vrai que très régulièrement, les personnes nous disent alors qu'est-ce qu'on a entendu les professionnels et éventuellement même le gouvernement pour nous parler de hausse parce que les matières premières augmentaient, que ça soit dans l'alimentaire, on a justifié les hausses dans le pétrole. Et puis voilà, et puis tout d'un coup on n'en parle plus. En fait, la diminution, elle se fait tout doucement sans que véritablement personne n'attire l'attention dessus. Et puis vous avez des consommateurs vigilants qui vous disent je ne comprends pas, quand ça augmentait, on me disait allez, faites l'effort, ça augmente, c'est normal que le prix augmente parce qu'il faut bien répercuter les hausses. Par contre, sur les baisses, eh bien, pourquoi ça ne vient pas ? Et ça, c'est vrai que ça irrite aussi. Et quelle explication avez-vous alors ? Parce que vous avez enquêté avec l'UFC. Donc les pétroliers attendent volontairement, plus j'en profite, mieux je me porte. Là, vous ouvrez le débat sur la manière dont les pétroliers font leur marge en France, etc. Ce serait une émission à elle toute seule. Et je sais et vous savez que l'UFC Que Choisir s'est pas mal mobilisé sur cette question-là. Je crois qu'on ne va pas rentrer dans ce débat technique aujourd'hui, mais c'est vrai que il y a sans doute un certain nombre de raisons. Il y a aussi le fait que de plus en plus, quand même, il faut satisfaire un certain nombre d'actionnaires, et ça, la pression est quand même très forte. C'est peut-être pas Marc Touati qui va me contredire là-dessus. Oui, non, moi je dirais qu'au-delà de... Parce que vous savez, Total fait tellement de profit qu'il pourrait se permettre, je dirais, de répercuter au sens large. Pourquoi économiquement, est-ce que les Haussiens pourront en profiter, à votre avis ? Je pense que le problème, c'est que ce sont des achats par grosse quantité. Effectivement. Et donc, quand on a négocié un prix, on l'a négocié à l'avance. Effectivement, on a des répercussions à la hausse, mais pas forcément à la baisse, ou pas forcément assez rapidement, parce qu'on a un certain stock, à un certain niveau qu'on a payé à un certain prix, et on ne veut pas effectivement répercuter tout de suite du temps que les stocks baissent. Et donc, c'est ça la vraie difficulté. Ça prend effectivement du temps. Mais moi, j'ai envie de dire très simplement, si vous voulez, aujourd'hui, regardez, si vous allez aux États-Unis, effectivement, le prix a augmenté. Mais là, ça se répercute très rapidement, très facilement, parce qu'il y a une concurrence effectivement qui est très forte, parce qu'il y a une transparence du prix qui est plus forte que chez nous, et puis surtout parce qu'il y a beaucoup moins de taxes. Donc le problème aujourd'hui, il est là. Quel est l'acteur économique qui profite le plus de la hausse des courses du baril ? Il faut être clair, c'est l'État. Non mais l'État n'augmente pas, l'État ne baisse pas ou n'augmente pas ses taxes au fur et à mesure, c'est lié au prix. Il pourrait le faire, mais d'ailleurs, on le voit, on l'a dit dans le reportage, les Français aujourd'hui arbitrent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils ont baissé leur consommation de pétrole, ils ont ajusté par la demande. Le premier à fixer le prix de l'essence, c'est la compagnie pétrolière. Les taxes, elles sont proportionnelles. Ils répercutent quand même les taxes, bien entendu. Donc le problème, c'est que si déjà vous baissez sur les 80%, vous faites une partie que vous réduisez, et ça, très honnêtement, on pourrait le faire aujourd'hui dans l'Hexagone, eh bien, voilà, on aurait déjà un peu plus de pouvoir d'achat. Donc c'est vrai qu'on a tendance à montrer du doigt les entreprises ou autres, c'est bien facile à trouver un bouc émissaire, mais aujourd'hui, je suis désolé, si on veut donner
du pouvoir d'achat tout de suite aux ménages, il n'y a qu'un seul acteur qui peut le faire, c'est effectivement l'État en réduisant la pression fiscale. Jean Viard. Je crois, si vous voulez, que quand les prix ont augmenté, on a eu un espèce de discours public, rappelez-vous, la ministre a dit prenez votre bicyclette, et en gros on a une espèce de discours en disant c'est bien parce que d'un point de vue écologique c'est sain. Et du coup on n'a pas du tout aidé les milieux populaires à passer ce palier, qu'à terme le prix de l'essence doit augmenter, les voitures se modifier, nos modes de vie aussi. Mais les gens qui sont au SMIC ou en dessous du SMIC, le à terme, eux ils en ont pas, ils sont à court terme. Et effectivement le gouvernement a décidé de ne pas amortir ça. Et donc du coup on est dans cette logique, je veux dire on a fait laisser les prix augmenter comme le marché, et effectivement en ce moment le prix de l'essence il est libre, donc effectivement les gens font leur marge. Pourquoi alors que les pétroliers aujourd'hui achètent leur pétrole moins cher, pourquoi d'emblée ne répercutent-ils pas, alors qu'ils sont très rapides à le faire dans l'autre sens, la baisse sur les marchés, c'est là où... Il y a quand même, il faut bien comprendre comment fonctionne le système, hein, si vous voulez, parce que c'est pas d'un seul coup les pétroliers, bon, ils payent tel prix, puis hop, ça se passe à la pompe, etc. En fait, on a pu constater chose suivante. Quand on achète, et mon collègue le disait tout à l'heure, un volume X de pétrole, vous le payez un certain prix. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà la difficulté. Ce prix est donné au consommateur et admettons que tout d'un coup, ça augmente. Alors, si le prix payé était plus bas, il y a une tendance à se dire qu'après tout, ce qu'on a payé plus bas, on peut peut-être le vendre plus cher. Il y a ça aussi. Et il y a eu, je tiens à vous le dire, quelques interventions à ce sujet. La deuxième chose, c'est lorsque ça baisse, effectivement, c'est vrai que la tendance en sens inverse n'est pas toujours évidente. Mais ce qui va lisser le problème, et on l'a dit, on l'a répété, quand vous avez 80% de taxes, même si vous avez une baisse en dollars au départ, ça ne va pas être aussi fort lorsque ça va arriver directement à la pompe. Alors ça, il faut bien le comprendre. Est-ce que ça veut dire clairement que les juilletistes s'étant fait en partie gruger, les Haussiens vont peut-être gruger aussi? Pas tout à fait, parce que... Ou est-ce qu'au contraire, ils vont pouvoir profiter d'un retour de flamme? Il y a une affaire de seuil, il y a une affaire de seuil psychologique. On est arrivé à un certain seuil psychologique, et c'est vrai que les consommateurs ont eu tendance à baisser eux-mêmes la consommation. Arnaud Deblot. Au-delà du prix de l'essence, votre reportage montrait qu'un certain nombre d'opérateurs économiques faisaient des promotions actuellement pour un peu relancer la consommation. Eh bien, quand les charges baissent, quand vous avez un certain nombre de postes qui sont en baisse du fait de l'évolution de l'économie, vous pouvez peut-être avoir tendance à vous dire aussi, eh bien, on va répercuter la baisse un tout petit peu plus tard, histoire, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, de se refaire pour compenser les promotions qu'on a pu faire. Comme là, vous montriez, par exemple, des agences de location de voitures qui offraient, sous certaines conditions, sans doute, il faut souvent bien lire les astérisques avec les promotions, eh bien, offraient un certain nombre d'avantages. On peut penser aussi qu'il y a eu un transfert de charges vers d'autres consommateurs qui vont payer le prix fort. C'est véritablement un système qui est, par exemple, utilisé en matière de voyage. Certains payent très très peu cher, mais alors certains, parce que, par exemple, ils se sont pris très tard ou au contraire trop tôt, ou parce qu'ils n'ont pas été dans le bon créneau, eux vont payer excessivement cher leur voyage. Prenez un avion, vous n'avez plus une personne, grosso modo, qui paye le même prix. Marc Toiti. Juste pour rassurer les juilletistes par rapport aux Haussiens, ils ne sont peut-être pas forcément à voir, parce qu'au mois d'août, aux États-Unis, il y a souvent des périodes de cyclones, et on se souvient, il y a quelques années avec Rita et Katrina, c'est ce qui fait flamber le pétrole. Donc, c'est pas sûr que le baril continue de baisser. C'est ça aussi où, effectivement, les pétroliers aujourd'hui nous disent... Il y a plusieurs semaines de baisse. Comme il y a une oui, je dis, il y a $21, plus de $21 en 15 jours. Donc, c'est énorme. Maintenant, effectivement, le problème, c'est que chez nous, parce que justement, on a du mal à répercuter pour des raisons presque historiques et, encore une fois, de manque de transparence du prix. Et ça, on le vit à tout niveau. Que ce soit au niveau de la consommation, au niveau de l'habillement ou du tourisme, on a un problème de transparence de prix. Et ça, c'est effectivement la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui. On le voit quand on voit des soldes de 70%, on se dit, ça veut dire qu'à la base, si le commerçant fait encore une certaine marge, combien coûte vraiment le produit? Donc ça, c'est un problème. C'est pas uniquement sur le pétrole. C'est un problème qui est global où on n'a pas de transparence du prix. Pour rebondir sur ce que vous dites, le sentiment qu'on a, c'est que la transparence, on ne veut pas nous montrer que c'est bon finalement, cette baisse du pétrole, pour une seule personne, pour le pétrolier. C'est bon pour personne. Et l'État, ne l'oublions pas, et l'État. C'est ça la difficulté. Encore une fois, je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser complètement toujours les entreprises. C'est vrai que certains parfois abusent, mais qui a le rôle économique à jouer dans un pays pour essayer de relancer le pouvoir d'achat à la base? Et c'est quand même l'État. D'ailleurs, c'est sur ça qu'a été élu le président actuel. Donc, l'enjeu numéro 1 aujourd'hui, si on se fixe comme objectif le pouvoir d'achat, c'est pas travailler plus pour gagner plus, parce que s'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas plus de travail. L'enjeu déterminant, il est de baisser la pression fiscale sur le
pétrole ou ailleurs, et tout de suite, vous allez avoir tout pouvoir d'achat. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut baisser la dépense publique, et ça, comme on n'a pas le courage de le faire, on est complètement bloqué. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui pose, c'est le problème numéro 1 de l'économie française. Juste un petit mot pour aller tout à fait dans le sens de Marc Touati. C'est vrai qu'il y a le problème du pouvoir d'achat d'une part, mais ça, on le ressent très fort auprès de nos lecteurs, auprès des gens qui s'adressent à l'UFC Que Choisir. Il y a aussi de vraies interrogations sur l'histoire de la transparence des prix, et c'est peut-être pour ça aussi ce qui explique le succès d'un magazine comme le nôtre, c'est qu'on essaye justement de le décortiquer, d'aller dans les coulisses, mais c'est vrai, il y a cette coexistence en ce moment du problème du pouvoir d'achat et de se demander, mais qu'est-ce que c'est que le prix qu'on me propose en fait? Bon, alors le mieux c'est parfois de ne plus rien payer ou de payer évidemment beaucoup moins cher, et pour ça, oui, ça vous fait rire, mais tout à l'heure, les pleins offerts vous faisaient rire, vous allez voir maintenant que cet été, c'est l'été des combines, de toutes les combines du système D qui marchent à plein pour tenter de payer moins ou pas du tout, et ceux qui peuvent, par exemple, quand ils sont propriétaires, échanger leur maison sur Internet, le font, ou alors on fait du couch surfing en anglais, du surf canapé sur Internet, pour se faire inviter à dormir gratuitement donc chez l'habitant. Reportage Laurent Di, Denis Enodi et Antonio François dos Santos. C'est un peu grâce à sa maison que la famille Rubier va partir pendant 15 jours en Hollande. Pour leurs vacances cette année, ils vont échanger leur habitation avec une famille d'Amsterdam. Au moment où ces Français arriveront aux Pays-Bas, une autre famille débarquera chez eux. Des gens qui ne connaissent pas du tout les lieux. Alors au moment de partir... Comment on dit le congélateur en anglais? J'ai oublié. Daniela vérifie que tout est bien prévu pour leur faciliter la tâche. Est-ce qu'il me reste des post-it à mettre? C'est quoi ces post-it? Alors ça permet d'expliquer, de trouver plus facilement tout ce qu'il faut dans la maison. Donc par exemple, là ici, les assiettes, les verres, les pâtes, le riz, la farine, les torchons et nappes, enfin le lait, l'eau. Ils vont comme chez se servir complètement. Dans le frigo, ils passent. Ah oui, oui, tout à fait. Le frigo, j'ai laissé des yaourts, du fromage, du vin, une pâte à pizza, enfin... Alors que d'habitude, quand on part en vacances, on vide tout. Ah bah oui, voilà, là, on arrive chez des gens et on arrive comme chez soi. Des post-it, il y en a partout, jusque dans les chambres, qui seront occupées par le couple hollandais et leur enfant. Tiroir vide. Oui, tiroir vide. Voilà, pour qu'ils puissent ranger leurs affaires. Donc vous avez fait de la place dans les tiroirs. Voilà, celui-là, il n'est pas vide, c'est celui-là, voilà. Oui, on a fait de la place dans les tiroirs, dans les armoires. Ici aussi. Voilà. Ici, j'ose espérer que pour eux, ça ne sera pas une location, ça sera un échange. Enfin, je pense qu'on laisse une maison qui est une maison qui vit, où il y a nos affaires, où il y a tout ce qui nous représente. Et c'est ça aussi qui est intéressant. La formule n'est pas récente, mais Internet a facilité les mises en relation entre particuliers. Aujourd'hui, on estime à plus de 30 000 le nombre d'adhérents au site payant pour la plupart. L'inscription coûte 100 € en moyenne pour une année. Pour les rabiers, le calcul a été rapidement fait. Économiquement, ça fait quand même une grosse différence. On n'a plus que le trajet qui est à payer. Il n'y a aucune location, aucun échange d'argent. Je trouve ça déjà assez agréable d'un point de vue relationnel d'avoir une relation avec des gens sans aucun échange d'argent. Et en plus, ça permet de partir en vacances et de découvrir d'autres pays. Donc là, cet été, la Hollande. Et puis ensuite, au mois d'août, on part en Italie. Donc 5 semaines à l'étranger. Voilà, 5 semaines à l'étranger. Ça n'aurait pas été possible. Ah non, non, ça aurait été totalement impossible. Mais pour ne pas sacrifier ses vacances sur l'autel du pouvoir d'achat, il existe aussi d'autres solutions. Le couchsurfing, par exemple, en plein développement depuis quelques années. Littéralement, le surf sur canapé. Le phénomène s'organise autour de communautés d'internautes moyenne d'âge 27 ans. Grâce au net, les adeptes peuvent trouver des points de chute chez l'habitant, un logement à l'œil. On ne parle plus d'échange mais de cohabitation. On va chez les gens nous offrent un endroit pour dormir, mais c'est à nous de payer le transport, c'est à nous de payer la nourriture, de participer au coût, d'inviter éventuellement notre hôte à manger. Il y a vraiment un esprit de retour, d'échange. Ça reste un bon plan financièrement? Ça reste un bon plan. C'est vrai qu'on peut rester plus longtemps dans la ville, mais surtout on a accès directement à la culture locale, à la connaissance de l'hôte et de sa ville. On n'a pas besoin d'un guide touristique, on a déjà quelqu'un qui habite, donc c'est beaucoup plus rapide. Contrepartie pour Antoine, il est hébergeur
à son tour quand on lui en fait la demande. Voilà ce qui me sert de canapé aujourd'hui. J'ai un petit canapé de place, j'ai quelques matelas individuels qui me servent aussi pour héberger un peu plus de personnes quand il y a du monde. J'ai hébergé 5 Mexicains la semaine dernière, donc c'était très utile. J'ai un matelas gonflable aussi pour permettre aux gens d'être plus confort. Je fournis aussi la couette, j'ai tout ce qu'il faut pour dormir, les livres, enfin, vraiment tout quoi. 600 000 membres dans le monde, les possibilités sont énormes. Cet été, Antoine pense ainsi aller visiter d'autres couchsurfers en Italie et en Slovénie. Et voilà qu'avec la vie chère, on réinvente la solidarité finalement. Alors question SMS, les Français ne vont-ils pas s'adapter et se détourner de la consommation de masse, Jean Viard? Mais c'est toujours pareil, si on est trop caricatural, on sort du film. En même temps, ce qu'on dit est vrai, ce qu'il a montré là, etc. Ah oui, c'est des histoires vraies. Hein, mais bien sûr, on les a pas plusieurs inventées. années, ça se développe, les échanges par Internet, les échangements dans certains milieux sociaux, plutôt cultivés ou plutôt habitués à la mobilité, parce que c'est un code, prêter son appart et l'échanger, c'est une certaine idée que l'autre va le traiter, va se servir de la maison comme vous vous en servez vous. Mais on a l'impression quand même que ça frappe les esprits, que c'est plus important cette année, cet été. C'est dans un mouvement de fond. Alors derrière, il faut dire une chose, qu'est-ce que c'est le cœur des vacances? C'est la relation. C'est-à-dire ce que les gens cherchent, c'est des relations avec les autres. Et donc, des relations humaines. Oui, mais des relations humaines. Donc derrière ça, c'est un mode de relation. Il y a le pognon en moins, bien sûr, mais c'est souvent le pognon en moins de gens qui en fait voyagent beaucoup. Et qui effectivement, leur problème, c'est comment je pars une fois de plus dans l'année. Et donc, ils ont trouvé l'idée de ne pas payer le découché. Et donc ça. Alors après que ça ait des effets d'imitation dans des milieux un peu plus modestes ou chez les jeunes, c'est vrai. Mais vous savez, dans les années 60, quand on allait à Katmandou, on dormait au bout de la route dans un duvet. Et pour tout vous dire, les conditions qu'on acceptait en voyage, il n'y a plus un jeune aujourd'hui qui les prendrait. Et nous, on trouvait ça génial. Est-ce que c'est pas en train... Attends, non, mais expliquez-moi. Je fais l'objection. Parce que quand on vous entend, on a l'impression que finalement, la tendance de fond existe depuis plusieurs années. D'accord, mais on a tout de même le sentiment que des choses sont en train de changer. Que justement, ce que vous venez de dire sur les jeunes qui acceptent, qui ont besoin de confort absolu, ben ça, non, par exemple. Ce qui se passe en ce moment remet en question certains rapports à la consommation. J'en suis tout à fait convaincu. Ce que j'essaye de dire, c'est que ça, c'est vrai, ça accentue un mouvement, à mon avis, un peu de fond dans cette société. Mais il ne faut pas mélanger ça avec les gens qui ont difficulté à se nourrir, j'allais dire, pour être schématique. Oui, mais est-ce que le fait que les prix montent ne pousse pas à changer sa façon d'être? Que ça, de même que le rapport à l'essence change, le rapport à la mobilité, que certainement les gens sont en train de penser qu'on entre dans une culture de développement durable et comment tout ça, ça fonctionne, etc. Et comme ils n'ont pas envie d'arrêter de partir en vacances, ils vont se demander comment on consomme moins, etc. Bien sûr, il y a une évolution des modes de vie. Mais faisons toujours attention que l'évolution des modes de vie, c'est, je dirais, ceux qui ont du choix. Et c'est les 2 tiers d'entre nous. N'oublions jamais le tiers qui n'a pas de choix. Et n'utilisons pas les mêmes mots pour dire ces deux réalités qui, pour moi, sont très différentes. Oui, ceux qui restent pauvres, qui ne partent pas, qui de toute façon n'ont pas les moyens, non pas de ce superflu, mais de ce plus de relations humaines qu'est le voyage, qu'est les vacances. Vous prenez la chambre d'amis. C'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressé. Le tiers supérieur de la société a toujours une chambre d'amis. Le tiers le plus modeste n'en a jamais. Et puis au milieu, dans les couches intermédiaires, on pourrait presque dire, c'est presque un indicateur qui m'intéresse autant que le revenu, c'est la chambre d'amis. Parce que pour loger des gens, il faut une chambre d'amis. Il y a plein de gens, ils ont déjà 2 gamins par chambre, ils n'ont pas beaucoup. Et puis il y a le canapé lit au milieu du salon. La chambre d'amis, par exemple, est un indicateur d'une culture, c'est-à-dire la culture d'accueillir l'autre chez soi, qui effectivement se développe, qui s'élargit. Là, il y a un changement des modes de vie. Il sera petit à petit imité. Mais c'est pour ça que je dis, c'est des grosses niches, quoi. Il faut les regarder chacune dans leur mouvement. Mais après, les valeurs sont les mêmes. On a le même discours. Alors Jean-Pierre Lozato-Giotard, comment les professionnels du tourisme s'adaptent, parce que c'est pour eux un manque à gagner important, à cette évolution des mœurs liée à la hausse des prix? Oui, alors, les professionnels, d'abord, il faut savoir que c'est très large. Et je reviens un petit peu sur ce que disait Jean Viard. Il nous disait que dans le fond, il y a des pratiques différentes, des modes différents, etc. À tel point que nous posons la question, est-ce que nous ne sommes pas dans le post-tourisme ? En ce sens qu'il y a un mélange. Le post-tourisme. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que c'est le tourisme? Avant, c'était partir à la mer, à la montagne, c'était facile. Maintenant, on s'aperçoit que c'est un ensemble de loisirs multiples et de pratiques multiples. Alors là, il faudra s'entendre peut-être sur le futur pour faire les différences. Mais en tout cas, les professionnels, c'est vrai qu'ils ont quelques difficultés. Je crois qu'ils ont des difficultés parce que les mobilités sont beaucoup plus fortes qu'avant, dans le temps, dans l'espace, dans les modes de consommation, et c'est certainement une des grandes difficultés que nous rencontrons pour observer les réalités. Concrètement, on voyait tout à l'heure le patron du tourisme de l'Office du tourisme des Sables d'Olonne qui disait « Ah oui, mais même quand on offrait 3 nuits pour 2 payés, ça ne marchait pas forcément. » C'est-à-dire que les gens bougent beaucoup plus rapidement, par exemple? Oui, alors ça, c'est encore à voir. Dernièrement, nous avons eu la possibilité de travailler dans la région, puisque nous avons travaillé sur le Loire-Atlantique, entre parenthèses. Alors c'est vrai que lorsqu'on voit les Sables d'Olonne qui font ça, je ne citerai pas d'autres destinations plus modestes,
on se rend compte qu'en réalité, ce sont les destinations qui sont peut-être les moins prisées et qui essaient d'attirer des gens. Mais on n'offre pas une nuit supplémentaire à Cannes ou à Nice. Hein. Je tiens là où c'est plein de toute façon, voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Donc attention, il faudra un peu de temps pour savoir si tout ça est durable, mais certainement qu'il y a des vagues de fond. Non, juste par rapport à la question qui était posée sur la consommation de masse au sens large, moi j'ai envie de dire au contraire, c'est-à-dire que dans une situation où aujourd'hui, malheureusement, on a une croissance molle, on va en reparler, on a des craintes sur l'emploi, etc. Mais il y a une sorte de comportement de carpe diem, c'est-à-dire que finalement on dit autant en profiter. Hein, je pense que c'est ça, et y compris notamment. Oui, mais en s'adaptant. En s'adaptant, bien sûr, mais y compris les ménages modestes, je pense qu'aujourd'hui ils se disent pourquoi finalement on ne profiterait pas également des vacances. Simplement, il y a un sorte de système des. Donc c'est ça, quand on voit les plages pleines ou autres, etc. Ça veut bien dire que les gens partent en vacances parce que pour se faire plaisir, et ils ont raison. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça, hein, c'est-à-dire que profiter un petit peu de l'instant présent. Par contre, en termes de dépenses, là, à mon avis, c'est une autre paire de manches, et là, effectivement, il y en aura particulièrement moins. Vous n'avez pas le sentiment, Jean Viard, que la solidarité, la simplicité et l'effort sont des éléments, des valeurs, des façons de vivre qu'on retrouve de fait à partir du moment où tout est plus cher? Je pense qu'il y a ça, ces valeurs d'un côté, mais d'un autre côté, il y a aussi que l'idée que demain risque d'être pire qu'aujourd'hui fait que s'il y a un coup un peu pour en profiter, on l'en prend aussi. Donc il y a les deux comportements qui jouent. Mais je veux dire aussi une chose qui est très importante. Le nombre de Français qui peuvent aller se baigner dans la journée ne cesse d'augmenter. Donc il faut bien comprendre que le nombre de gens qui vont nager cet été, il y en a de plus en plus. Oui. Alors que peut-être il y aura un petit recul du départ en vacances. Parce que la population se déplace. Il y a par exemple 4 millions de Français qui ont changé de région en 10 ans. Parce que on peut aller à Paris en TGV en très vite. Donc ça veut dire qu'il faut bien comprendre que la vitesse des mobilités et le nombre de kilomètres parcourus modifient tous ces phénomènes. On peut avoir des pratiques de vacances sans découcher. Et ça, c'est un phénomène qui explique aussi une partie du recul des gens qui vivent très bien. L'été, ils vont à la plage tous les jours, etc. Et le soir, ils n'ont rien à coup, ils dorment dans leur lit. Et il y en a beaucoup. Et puis, tous ces millions de gens qui sont allés vers les bords de mer. Si je peux ajouter quelque chose à propos de ce que dit Jean Viard, nous connaissons un cas très particulier, c'est le cas de Nice par exemple. Hein. Bon. Or, à Nice, qu'est-ce qui se passe? On va sur la plage avec des étudiants, autrefois on avait fait quelques sondages, on s'aperçoit que sur la plage, il y a 80% de gens du coin, en réalité, qui sont soit des retraités, etc. C'est pas vrai que le tourisme international se pointe à Nice pour la plage, c'est pas vrai. Au mois d'août aussi, au mois d'août aussi, au mois d'août, la majorité, je peux vous assurer. En revanche, on cherche à aller habiter, à être nommé là-bas. Voilà, ça c'est autre chose. Mais ça va tout à fait dans le même sens. C'est une région qui gagne 80 000 habitants par an. Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça nous dit beaucoup de choses. Arnaud Deblot. Mais ce que disait Jean Viard tout à l'heure, il disait que ces nouvelles tendances s'inscrivent dans un mouvement beaucoup plus général, un mouvement un peu de changement de fond, si j'ose dire, sur notre manière de consommer. Nous, on a un exemple, par exemple, il y a quelques années, quand on faisait un test comparatif, on ne nous demandait jamais et l'éthique du produit que vous avez classé par exemple premier. Aujourd'hui, c'est de plus en plus une demande, encore une fois, dans toutes les couches sociales de la population. Alors certaines après pourront faire leur choix parce qu'elles auront justement le choix. Mais c'est vrai que émerge aujourd'hui un certain nombre de questions qui n'existaient pas il y a quelques années. Au demeurant, essayer de juger et de classer l'éthique, c'est quelque chose de très très compliqué. Mais c'est une demande très forte. On essaye d'y répondre et franchement, c'est pas simple. On va passer maintenant aux questions SMS et Internet de C'est dans l'air. Et la première question nous amène, Marc Toiti, à demain, la rentrée. N'allons-nous pas, du coup, vers une rentrée sociale difficile? Marc Toiti. Je pense que malheureusement, oui. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, moi j'irai même plus loin. Bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, ce n'est pas le sujet du jour, mais économiquement, les indicateurs avancés de la croissance nous montrent qu'aujourd'hui, nous sommes proches de la récession, que ce soit dans la zone euro et également en France. C'est-à-dire qu'on va avoir une baisse de la richesse. Ça veut dire quoi, récession? Récession, c'est très simple. Techniquement, c'est une baisse du produit intérieur brut, donc de la richesse qu'on crée en France pendant 2 trimestres consécutifs. Et on risque de l'avoir, ça a déjà commencé au 2e trimestre et peut-être même également au 3e. Toujours est-il qu'on s'apprête à vivre une année, parce que ça ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire qu'on produit moins, que les entreprises vendent moins, fabriquent moins. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a moins de richesse qui est créée, il y a moins de consommation. On le voit, la consommation qui baisse, c'est moins de richesse. On exporte moins, c'est moins de richesse. Par contre, on importe beaucoup. Donc comme c'est produit à l'étranger, c'est moins de richesse aussi. On investit moins, c'est moins de richesse. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc tout ça, toutes les erreurs qu'on a faites dernièrement en laissant l'euro aller trop loin, en augmentant les taux d'intérêt, en oubliant qu'il fallait prendre des mesures fortes pour relancer la croissance, tout ça, on va devoir le payer aujourd'hui. Alors c'est pas que français, c'est également malheureusement l'ensemble de la zone euro. Moi, je suis assez atterré quand je vois les chiffres aujourd'hui qui ont été publiés là, il y a 7 semaines, de voir que malheureusement, on a cette situation qui va empirer. Donc, je parlais du carpe diem, mais on va en profiter effectivement aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on risque d'avoir une rentrée d'un point de vue social, mais également, on l'a vu avec Renault dernièrement, tous ces plans de licenciement. Les entreprises, jusqu'à présent, ont résisté
pour, malgré tout, elles ont profité d'une croissance mondiale forte, etc. Aujourd'hui, elles n'y arrivent plus. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles réduisent leurs coûts, donc elles réduisent les emplois. On a des plans de licenciement annoncés à droite, à gauche. Renault vient d'annoncer qu'il voulait supprimer 5000 postes. Assez large dans le monde, mais également en France. Donc, bien entendu, dans ces conditions, si on veut partir en vacances, il vaut mieux en profiter. Sinon, ça fait réfléchir. Et puis surtout, ça va sortir tout ça malheureusement en septembre-octobre. Et oui, on risque d'avoir une rentrée difficile. Et alors du coup, autre question, est-on certain que les mesures prises par le gouvernement vont avoir des répercussions positives? Par exemple, sur travailler plus, gagner plus, la baisse du coût des heures supplémentaires Malheureusement, je pense qu'il faut être clair. Il y aura peut-être 0,1 point de croissance supplémentaire. Mais comme on va faire 1,4, 1,5, c'est pas ça qui va changer la donne. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça, c'est pour 2008, 1,5% de croissance, mais pour 2009, on est à 1,4%. Si vous voulez, c'est ça, moi, aujourd'hui, qui m'exacerbe, c'est qu'on a l'impression que tout va bien. On arrête de nous dire, la Banque centrale européenne, non, tout va bien, je monte mes taux d'intérêt. Les dirigeants européens, les dirigeants français, tout va très bien. Alors que nous, économistes, moi, ça fait longtemps que je le dis ici même, on le voit, ce sont des indicateurs français qui nous le montrent. Donc il faut réagir. Ça fait partie du rôle de nos dirigeants politiques monétaires de réagir par rapport à cela. Regardez les Américains, on s'est moqué d'eux en disant ils sont en récession. Ils ont réagi, ils sont en train de redémarrer. Alors que nous, malheureusement, on ne le fait pas. Et les mesures qui ont été prises, déjà, elles ont été prises trop tard. Elles sont trop faibles par rapport à l'ampleur, effectivement, des dégâts. Et donc, encore une fois, c'est le Français moyen, malheureusement, qui va payer la facture. Le problème des vacances n'est-il pas qu'on ne peut plus économiser parce qu'il faut toujours payer son loyer et les charges, Jean Viard. Les postes permanents font qu'on n'a plus les moyens ça, c'est vrai. Superflu. Dans la consommation des ménages, la partie, on va dire, constante, augmente. Y compris des constants du style abonnement du petit au téléphone portable, etc. Oui, et donc c'est vrai que la partie disponible, on peut dire, toutes les études ont montré qu'elle avait diminué. Ça c'est vrai. Mais bon, ceci dit, les vacances, on a dit, tout n'est pas programmation à l'avance. Donc c'est pas forcément un effet tout à fait direct. Mais moi ce que je crois aussi sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on est un gouvernement qui a fait une politique qu'il a pensé il y a un retournement de conjoncture. Et au fond, il n'y a pas de retournement de stratégie. On peut juger de chacun a l'avis qu'il veut sur la stratégie, mais elle a été faite, pensée dans une époque qui était différente. Et on dirait que le monde a changé et que le gouvernement attend que le monde redevienne comme il était avant. C'est pas que le gouvernement actuel, hein, je veux dire, malheureusement ça fait 20 ans que ça dure, on sait les choses se faire et malheureusement on les sait pas. Non, mais c'est vrai. Donc c'est ça le. Il n'y a pas d'adaptation d'une certaine façon, c'est ça qui est très surprenant. En fait. Mais juste pour répondre à la question davantage, j'ai regardé chez Fonds de Venir, quand on regarde le poste hôtellerie et restauration, c'est que 5%. Des dépenses moyennes des ménages. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en moyenne, quand vous avez le logement, vous avez le transport et l'alimentaire, vous avez à peu près 45-50% des dépenses des consommations. Alors, si évidemment on est dans les catégories, bien entendu, si on est dans les catégories moins favorisées, alors là, évidemment, ça peut monter à 70%. Oui, mais tout de même, donc il ne reste plus grand-chose, évidemment, pour le tourisme. Tout de même, je crois qu'il ne faut pas limiter aux hôtels et aux restaurants. La part loisir est presque égale aujourd'hui à la part alimentaire. Et ça c'est quand même un changement. Alors, tout augmente sauf les salaires. Comment voulez-vous que les gens en situation précaire partent en vacances? Et oui, vous n'avez cessé depuis le début de l'émission de nous rappeler qu'il y avait presque 4 Français sur 10 à peu près qui partent pas en vacances. Les gens en situation précaire, ils partiront pas en vacances et ils auront plus envie que d'habitude parce qu'eux aussi ils ont un peu la grosse tête et ils seront plus frustrés. Et moi je dirais une chose, c'est que dans ce pays, il n'y a plus de politique pour le départ en vacances des milieux populaires. On a fait une énorme politique après-guerre dans les années 50, parce que 70. Les salaires, c'est ça le fond de la question. Il n'y a pas de salaires, c'est aussi qu'on est face à des gens qui ne partent pas, on est face à un problème des femmes seules qui ne partent pas, on est face à des salariés de PME et PMI avec des contrats instables, etc. Et toutes les politiques qu'on a mis en place après-guerre, qui ont très bien marché, c'était pour les gens dans les grandes entreprises, les fonctionnaires, etc. Les salaires, je pense que c'est la question, c'est effectivement les salaires. Sûr. La vraie difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y ait de l'inflation, pourquoi pas, mais au moins que les salaires augmentent aussi vite que l'inflation, voire mieux. C'est là le vrai problème, c'est que, et quand on nous dit les salaires vont augmenter, donc il y a un risque d'inflation, etc., la BCE nous dit ça, c'est faux. Aujourd'hui, il y a malheureusement sur le marché du travail, les salariés ne sont pas en position de force pour pouvoir faire augmenter leur salaire. C'est là la vraie difficulté. Donc on en revient à la situation de la croissance molle et de l'emploi qui est moribond. Voilà pourquoi les salaires restent faibles. Question SMS corollaire, mais où est passé le président du pouvoir d'achat? Alors personne ici ne défend l'UMP ou ne soutient l'UMP. Si, vous, Jean-Pierre Lodato-Giotard? Non, c'est pas ça. Mais je ne dirais pas que je soutiendrai l'UMP, je dirais simplement qu'il faut bien comprendre, et on l'a dit tout à l'heure, que je pense que ce n'est pas un ou deux ou trois gouvernements. Non. Il y avait une situation qui était de facilité jusqu'à un certain moment, et effectivement, nous sommes en panne de stratégie face aux réalités d'aujourd'hui, c'est-à-dire à tous les déficits, aux difficultés, etc. Mais il est certain que j'adhère assez au fait que les salaires, ça fait des années qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup bougé.
C'est ça le drame. Et or aujourd'hui, il a fallu à peu près 7-8 ans, je reviens à l'euro, vous allez dire chez Iconoclaste, j'y reviens Carmen, il a fallu 7-8 ans au consommateur lambda pour se rendre compte qu'il y avait un décalage de plus en plus fort entre son pouvoir d'achat, les réalités salariales qui sont restées à peu près constantes et les difficultés qu'il y a aujourd'hui. Alors, vous savez, une dernière chose, le tourisme, on nous dit toujours que ça marche tout seul, etc., c'est ce qui est dit en France. En réalité, nous pensons qu'il faut une véritable politique sociale et touristique. Et d'autre part, le tourisme, c'est quand même un sacré baromètre. Quand le tourisme commence à flancher, ça veut dire que tout le reste ne va pas très bien. Alors, la crise actuelle n'en est-elle pas qu'à ses débuts ? Malheureusement, je pense que oui, c'est-à-dire qu'on a eu cette crise financière, on ne va pas y revenir, qui a eu ses impacts aux États-Unis. Les Américains ont réagi, ils ont baissé les taux d'intérêt, ils ont fait un plan de relance budgétaire, ils ont baissé les impôts, ils ont eu un dollar faible, on l'oublie. Et donc, c'est en train de redémarrer aujourd'hui aux États-Unis, il faut bien en prendre conscience. Alors, ça va redémarrer doucement, mais au moins, on a réagi. Alors qu'en Europe, en France, on dit mais non, tout va bien. Mais on nous a expliqué que parce que l'argent était trop facilement accessible, que c'est ça, on consommait trop, et que c'est parce qu'on consommait trop que le pétrole montait. Mais ça, on n'a pas le droit de dire ça. Et donc, il fallait casser cette zone. Je ne parle pas pour vous, Thierry, mais c'est vrai que c'est ce que disent notamment les dirigeants de la Banque centrale européenne. Ça, on n'a pas le droit de dire. C'est du mépris à l'égard des classes moyennes qui sont de plus en plus nombreuses, à l'égard des personnes qui n'arrivent pas justement à joindre debout tous les jours. Le problème, c'est que ces dirigeants-là ne savent pas ce qu'est aujourd'hui la réalité économique de la France, mais pas que de la France. Vous avez la même chose en Allemagne, en Italie, en Espagne, n'en parlons pas, où c'est en train de s'écrouler, et ainsi de suite. Donc tout ça est une réalité européenne, et malheureusement, on se voile la face. Autre question, Jean Viard, qui va vous concerner plus directement. Si les vacances deviennent un luxe, n'est-il pas préférable de rester chez soi et d'investir dans sa qualité de vie? Voilà les questions que se posent les gens. D'abord, les vacances sont déjà un demi-luxe, c'est vrai. Mais après, bien sûr, il y a des tas de gens qui se disent comment avoir des pratiques de vacances. Regardez le fait que 54% des Français aient un jardin avec un barbecue. C'est quoi? C'est un camping à l'année, d'une certaine façon. C'était pas comme ça il y a 30 ans. On dit pourquoi ils se battent pour avoir leur petite maison. Moi, je dis c'est pour avoir le barbecue et pour le gamin, il saute dans une bassine d'eau. Ben voilà, ben ça, c'est génial. Alors, on leur trouve tous les arguments qu'on veut, mais c'est génial. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup des gestes qu'on a appris pendant les vacances, des gestes de ce style, des gestes relationnels, le fait de pouvoir faire une bouffe avec des gens qu'on connaît pas très bien. Mais c'est comme dans un camping. Les parents du gamin, ils jouent au ballon, il vient manger une grillade. Donc tout ça, on a modifié nos façons de vivre, nos relations les uns avec les autres. Et il y a une partie de la société qui n'y arrive pas, mais le cœur, il est là. Il se peut très bien que ça continue et qu'à la limite, on peut très bien partir un peu moins en vacances et vivre mieux. Je veux dire, l'objectif n'est pas forcément en permanence. Regardez le nombre de gens qui partent pas tous les ans. Ce ne sont pas des exclus des vacances. Ils préfèrent se faire un beau voyage tous les 3 ans parce qu'ils ont une maison avec jardin. On oublie de dire que quand vous habitez à la campagne avec un jardin, un Français sur 2 ne part pas. À Paris, on est à plus de 80%. Donc regardons comment les gens vivent avant de savoir s'ils vivent bien ou mal. Arnaud Deblot. Sauf que quelquefois, on vient quand même les solliciter en leur promettant la Lune pour un voyage à 200 € par exemple. Et donc là, la démonstration ne tient plus parce qu'il y a la sollicitation permanente autour quand même aussi. Bien sûr, attendez, c'est pas compte pour la fin des vacances. Et des voyages qui leur font prendre des risques à ce prix-là? Des risques, non, mais il y a souvent une très très forte différence entre ce qu'on avait imaginé, ce qui vous avait été promis et la réalité des choses. Ça ne veut pas dire qu'on va vous recevoir dans un endroit absolument sordide, etc. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à vous faire croire que pour ce prix-là, vous aurez des vacances de luxe, et c'est pas possible. Alors vous parliez des portables tout à l'heure, et on va voir que c'est au cœur des vacances avec cette question. Dans une famille avec 3 enfants, 5 abonnements de portables ne représentent-ils pas finalement de nombreux jours de vacances? Sûrement, puisque quand on regarde le prix, en plus la plupart du temps, eh bien, les enfants, sauf à avoir un forfait bloqué, dépassent quand même assez allègrement la somme qu'on leur a allouée. Donc c'est vrai que c'est clair, c'est aussi un nouveau mode de consommation aujourd'hui. Mais donc il y a des arbitrages. Il y a des arbitrages. Le problème, c'est que les personnes voudraient ne pas arbitrer. Donc on voudrait tout savoir tout. Non, mais ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est que pendant toute une période, dans les années 70-80, en gros, les progrès techniques, on les avait plus ou moins vite selon ce qu'on gagnait, mais la machine à laver le linge, les bourgeois l'ont eu tout de suite, les ouvriers l'avaient 5 ans ou 10 ans après. Mais donc, on était dans ce processus. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la hausse des salaires, on l'a dit tout à l'heure, et c'est fondamental depuis 20 ans, n'est pas suffisante pour intégrer les progrès techniques. Donc, du coup, on est en concurrence entre le téléphone portable du gamin, et il a besoin de l'avoir, y compris parce que sinon il est nul devant ses potes, effectivement, et puis l'achat des nourritures. Et c'est pour ça qu'il faut bien dire que cette société a été obsédée par la lutte contre le chômage pendant très longtemps, et on ne s'est pas rendu compte que les gens qui se lèvent tôt, quand même, à dire notre président, il y en a beaucoup qui n'arrivent plus à vivre, même en travaillant, et ça, c'est quelque chose qui a 15 ans, enfin, c'est pas de la semaine dernière, hein. Mais ça s'accentue. Moi, je dirais qu'au sens large, Otis, c'est un grand échec des 35 heures. C'est-à-dire que les 35 heures, on nous avait dit vous aurez plus de loisirs pour mieux profiter de la vie. Le problème, c'est que pour mieux profiter de la vie, il faut également avoir les salaires qui vont avec. Et ça, malheureusement, on a vu que les salaires, justement, depuis les 35 heures, n'ont pas augmenté parce qu'on a échangé du loisir
contre, je dirais, de la monnaie, et donc on n'a malheureusement pas ces moyens pour continuer de consommer. Donc ça aussi, vous voyez que cette politique malheureusement qui va, entre guillemets, contre finalement le consommateur, elle n'est pas nouvelle et ça fait longtemps que ça dure. Oui, nous sommes un peu plus nuancés sur les 35 heures, dans ce sens que dans le monde du tourisme, on en a profité. Oui. Hein, jusqu'à présent. On a profité jusqu'à présent. Alors certainement que... Alors maintenant, il faut dire aussi quand même une chose particulière aux Français. Les Français ne sont pas parmi ceux qui partent le plus à l'étranger. Ça, c'est important aussi. Et c'est vrai que... Puisque c'est un pays très accueillant, voilà, c'est un pays ils restent chez eux. Et maintenant, le fait que nous soyons la première puissance touristique mondiale, on ne va pas trop critiquer les statistiques parce que c'est jamais trop sûr. Mais disons que si en plus on était bon sur les prix et puis sur l'accueil, alors là, ce serait génial. Alors du coup, dernière question sur l'état d'esprit général. Si les gens dépriment autant de ne pas partir en vacances, n'est-ce pas surtout parce que leur quotidien n'est pas réjouissant? Voilà, évidemment, il faudrait... C'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils ont tellement envie de partir. Quand le quotidien n'est pas réjouissant, vous avez envie de vous aérer. Oui, sauf que pour continuer de le faire, il faut de la croissance, il faut de l'emploi et du pouvoir d'achat. Bon, je ne sais pas si on a fait avancer les choses, mais en tout cas, on est tous d'accord sur ce point et ça vaudra peut-être une autre émission. En tout cas, passez de bonnes vacances, il faut le dire. Oui, bonnes vacances à ceux qui nous regardent déjà de loin et à ceux qui partent ce vendredi. Merci de votre fidélité. De rediffusion, 22h10, 5h du matin. On se retrouve lundi car nous ne prenons pas de vacances. Assez dans l'air. Bonsoir. Blondes ou brunes, vos mèches perdent de leur éclat. De Sange crée pour vous les nouveaux shampoings Mèche Lumière. Le secret de Sange, le tournesol ou la sève d'érable au pouvoir nutrir et hausseur. Chez vous, rallumez l'éclat et le contraste de vos mèches pour un résultat sublime. Nouveau programme de Sange Mèche Lumière, la compétence professionnelle d'un grand coiffeur chez vous. Mèche Lumière est du produit de l'année 2008.